La liberté n'est pas totale, absolue, bien sûr, mais c'est le principe qui compte. On sent que l'on a la possibilité de choisir. Choisir sa vérité, choisir sa morale. Et, comme je l'ai dit, c'est épuisant mentalement et déstabilisant, très déstabilisant pour les plus fragiles. Nous sommes condamnés à fabriquer justement cette idée de ce que nous sommes. Et c'est là qu'on rentre dans l'autre vision de l'identité. L'identité, c'est un mouvement permanent. Bien sûr, on a une histoire, on a des origines, mais on n'a pas une histoire d'ailleurs, on a des histoires. On est originaire par un aspect de telle région, puis de telle autre, on a traversé une troisième, on a rencontré des gens ailleurs, on a vécu ceci, on est joueur de boules, syndicaliste, etc. On a plein de fragments en nous-mêmes. On a 1000 fragments différents et parfois, très souvent, il faut faire des arbitrages entre tout ça. Et puis on a des choix qui sont ancrés dans le présent et orientés vers le futur. L'identité, c'est un travail permanent, ancré sur le présent et ouvert sur l'avenir, de manière permanente. Et par rapport à tout ce fractionnement en soi, d'une certaine manière, il faut lisser. Paul Ricoeur parle d'identité narrative. Nous sommes d'une certaine manière contraints à nous raconter l'histoire de nous-mêmes sans cesse à partir de ce que nous avons vécu, pour que ça fasse récit, pour que ça ait un sens. Il faut sans cesse raconter cette histoire et adhérer à l'histoire de soi que l'on se raconte. Parce que sinon, c'est la déprime qui guette, l'énergie vitale qui s'affaisse. Donc il y a des enjeux considérables, ce n'est pas une question d'identité comme ça, des enjeux aussi en termes d'estime de soi. Il faut raconter une histoire à laquelle on adhère et qui donne l'élan vital. Donc c'est un travail incroyablement difficile qui ouvre à la fois ces espaces de liberté extraordinaires parce que, en partie, on peut choisir son avenir. Bien sûr, tout le monde ne peut pas choisir le même. Les cartes en main sont extraordinairement différentes d'un individu à l'autre, mais tout le monde a au moins 2-3 cartes différentes malgré tout. Il y a des arbitrages possibles à chaque instant, et c'est ça l'élément important et très déstabilisant, comme je l'ai dit, pour les plus fragiles, que ce soit les plus fragiles psychologiquement ou socialement, d'où l'envie très forte, par moment, d'en finir un petit peu avec ce flottement des repères qui est le prix à payer de la liberté. Et cette fatigue mentale du questionnement permanent, trouver des repères, des remparts qui disent qui l'on est, qui protègent. Et quel est le plus beau rempart, le plus fort? On va toujours le trouver dans la tradition, parce que la tradition, c'était une société qui ne fonctionnait pas de la même manière, qui encadrait l'individu. Il y a une nostalgie aujourd'hui qui est très forte. Il y a la nostalgie du village d'autrefois, très très forte. C'est vrai que le village d'autrefois, il y avait cette socialité merveilleuse, etc. On comprend cette nostalgie. Ceci dit, au bout de 15 jours, 3 semaines de vécu dans le village tel qu'il fonctionnait autrefois, ça deviendrait très très vite irrespirable. Dans mon identité, ma petite identité légèrement éclatée, j'ai des origines effectivement italiennes, d'un petit village qui continue à fonctionner aujourd'hui dans un système très village. Et quand je vais là-bas, quand j'arrive, c'est merveilleux de voir ça. Tout le monde connaît tout le monde. Mon voisin, c'est tout sur moi. Je ne sais pas comment il se débrouille, mais vraiment, il sait tout. Donc c'est merveilleux. Et au bout d'un moment, c'est vrai, c'est étouffant. Quand on a pris goût à la liberté, à cette possibilité de créativité individuelle, on est devenu un petit peu des dieux, hein, d'une certaine manière. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, à partir de là, comme je l'ai dit, les plus fragilisés, mais pas uniquement eux, cherchent des repères, une réassurance, et c'est là qu'il peut y avoir des dérives, notamment
dans le rapport aux appartenances. Alors les appartenances, de même qu'il y a eu ce passage de la société institutionnelle collective à une société centrée sur l'autonomie individuelle, eh bien le régime des appartenances a changé. Dans la société traditionnelle, le groupe définit l'individu. Il y a une appartenance de fait qui définit, qui structure, qui produit l'individu. Aujourd'hui, c'est l'individu qui va choisir de s'intégrer dans un groupe. Et évidemment, ça c'est extraordinaire parce que l'individu tout seul, il est rien. Il est rien, on n'est rien sans les autres. Il n'a aucune richesse. Donc on a besoin d'avoir des enracinements culturels, des vécus collectifs, etc., d'échanger avec les autres. Donc l'individu s'intègre dans des groupes, choisit les groupes dans lesquels il s'intègre. Les dernières recherches sur la famille montrent que même à l'intérieur de la famille aujourd'hui, on choisit bien sûr, il y a des obligations qui restent vis-à-vis des parents les plus proches, etc. Mais de plus en plus, on va choisir parmi les frères, les cousins, etc. Ceux qui vont devenir des proches et ceux qu'on rencontrera que le minimum nécessaire, quoi. Donc on s'intègre dans des groupes, donc c'est merveilleux, comme je l'ai dit, c'est une richesse, et qui ne pose pas le moindre risque, surtout quand on a une vie très riche et qu'on a plusieurs engagements, de multiples engagements, et qu'on n'est pas dans une situation d'angoisse identitaire par rapport à la définition de son existence et par rapport à la construction de l'estime de soi. À ce moment-là, l'engagement dans tous les groupes divers est une richesse. Où la dérive peut commencer à exister, c'est quand l'horizon se réduit à un seul groupe d'appartenance, qu'il y a une fragilité intérieure, un questionnement, un doute identitaire, une angoisse identitaire, comme je le disais, et que, bien sûr, troisième élément, que le groupe dans lequel on s'intègre fonctionne d'une manière exclusive, fermé, se séparant du reste de la société, avec l'idée qu'il possède à lui seul toutes les réponses, toutes les vérités. Alors ce type de fonctionnement, c'est la secte. C'est la secte qui contacte très souvent des individus fragilisés, qui se sentent mal, qui sont déstabilisés. Et la plupart du temps, il ne faut jamais oublier ça, les sectes restructurent psychologiquement ces individus, parce qu'elles leur donnent un cadre. On en a des illustrations très fortes aujourd'hui, parce que la montée du processus identitaire qui définit le fait que l'identité est de plus en plus fluide, incertaine à redéfinir, pousse un certain nombre de personnes à s'enfermer dans les impasses du communautarisme, notamment, de groupes de type sectaire ou intégriste. Donc c'est un point que je cite, mais que je développe assez peu dans le livre, mais qui peut être développé, bien sûr. Le point que je développe plus, c'est qu'en réaction à ça, d'une certaine manière, il y a une composante plus centrale, une énorme secte centrale, je dirais, qui est en train de se constituer autour de l'idée qu'il y a une identité de Français à rechercher dans les profondeurs et qui va permettre de se distinguer des autres. Alors vous le remarquerez à nouveau, c'est une vision très substantialiste de l'identité. Il y aurait une identité de Français très français. Le terme est employé parfois, de plus en plus récemment, Français de souche. Français de souche,
Alors là, on sent tout de suite une catégorie supérieure qui a un petit plus. Il y aurait d'autres qui seraient français quand même. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais français quand même, mais moins français malgré tout. Et quand on réfléchit un peu plus loin, comme il est un peu moins français quand même, est-ce qu'il peut avoir exactement les mêmes avantages, etc. La mécanique intellectuelle est absolument terrifiante. D'autant plus que, il y a également le terme de petit blanc là, qui est employé, qui fait florès actuellement, mais même en revenant à ce terme de français de souche, alors un certain nombre de personnes se reconnaissent dans petit blanc ou français de souche. C'est vrai qu'il y a une réalité de personnes très précarisées, de modestes, de pauvres, blanches françaises depuis longtemps et qui se trouvent marginalisées par les avancées de la société, les nouvelles cultures urbaines, bruyantes, mouvantes, etc., alors qu'ils sont très enracinés dans un sens de l'ancienne société, de l'honneur, du travail, etc. Et ils voient qu'ils y arrivent très difficilement, qu'ils ont travaillé toute leur vie, qu'ils ont des tout petits revenus et qui se sentent moqués. En plus, qui se sentent moqués parce que leur univers apparaît dérisoire face à l'humour du grand journal sur Canal+, par exemple. Donc là, ils se trouvent complètement, ils sentent qu'ils sont mis de côté, et c'est leur fierté qui en prend un coup absolument énormément. Donc eux aussi, bien sûr, ils ont un besoin de respect, de reconnaissance. Mais comment le construire ? Ce respect, cette reconnaissance. Et là, quelqu'un leur dit, mais vous êtes des Français de souche, et il y en a d'autres qui prennent votre place, qui sont plus valorisés. Ils se disent, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit quelque chose de vrai dans cette histoire, dans cette histoire-là? Ils peuvent être tentés. Alors, je n'ai pas nommé le Front National, bien sûr, mais là, on reconnaît facilement. Alors, il faut dire, important à dire, que français de souche, ça n'existe pas. De même que l'identité substantielle. Parce que quand on creuse, il y en a toujours un qui va être plus de souche qu'un autre. L'histoire de la France est une histoire de brassage de population entre les régions. La France elle-même a eu une géographie qui a changé. Nice n'a pas toujours fait partie de la France, l'Alsace, etc. Mais les brassages intérieurs ont été omniprésents. Et puis il y a eu des mouvements de population sans cesse. L'identité très centralisée de l'État français vient d'une réaction, au contraire, contre le morcellement historique de la France et la spécificité des régions. Donc il y a eu tout un travail continuel pour définir une identité française d'une certaine manière. Et ce travail n'a pas arrêté de changer. Donc le français de souche est une illusion. Et où est-ce qu'on va arrêter la définition ? Est-ce que ceux qui sont issus, par exemple, des immigrations d'il y a un siècle ou deux, alors on va dire, non, eux, c'est pas pareil, on les connaît bien, ils sont là depuis longtemps. Où est-ce qu'on s'arrête ? Le problème, c'est l'essai de définir, encore une fois, une identité substantielle. Alors que l'identité est un mouvement. L'identité nationale, il y a eu ce terrible grand débat sur l'identité nationale cette tragicomédie, un peu comédie, mais très tragique quand même, qui avait été mis en place sans doute dans le but d'une petite manœuvre électorale contre le Front National de la part de Sarkozy. Et dès qu'il y a eu ces réunions, la boîte de Pandore était ouverte, ça partait dans tous les sens. Et bien sûr, parce que c'est un thème extrêmement explosif, ce thème de l'identité nationale, surtout à partir du moment où on a cette conception essentialiste. Parce que du coup, ça va être tout de suite exclusif. On va exclure ceux qui ne sont pas dans la bonne définition. Et où est-ce qu'on l'arrête, cette définition ? Or, l'identité nationale, comme l'identité individuelle, c'est le contraire. Ce n'est pas fixe, ce n'est pas éternel. C'est un mouvement permanent. Être français en 1914, ça n'a rien à voir avec être français en 2014. C'est de même que Ricoeur parle d'identité narrative pour l'individu, eh bien, c'est un récit collectif permanent et sans cesse réécrit, l'identité. À la limite, ça aurait été très difficile à organiser aujourd'hui, mais on aurait pu imaginer des réunions sur l'identité nationale française.
qu'est-ce qui nous réunit ensemble aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que l'être ensemble définit une identité du français d'aujourd'hui. Et là, dans le livre, je suis un petit peu provocateur, mais je suis très sincère en disant ça, je dis que les nouveaux arrivés, les derniers arrivés, sont les plus actifs dans l'écriture de ce récit. Parce qu'ils sont en première ligne, parce qu'eux-mêmes sont complètement bouleversés de l'intérieur. Ils sont en réécriture profonde de leur existence entre ce passé, ces origines diverses, et puis cette inscription dans le pays qui est le leur. Et eux, ils participent très fort à l'avancée, à l'évolution, à la créativité de cette identité nationale. Je disais en introduction que je suis optimiste de nature. J'ai pas pu m'empêcher de raconter des petites histoires. Hein. C'est ça qui a fait que le temps est passé trop vite. Et que là, je suis... c'est pour ça que j'ai fait ce livre à la demande de Philippe. Je suis extrêmement pessimiste sur ce qui nous attend, et je ne vois pas ce qui nous attend, mais ça ne pourra pas être très joyeux et extraordinaire. Je suis très pessimiste pour deux raisons. La première raison, c'est le processus identitaire. Historiquement, les identités sont de plus en plus mises en mouvement. À cause du fait que l'individu est au centre de la société et qu'il n'y a pas une maîtrise sociale du processus. On l'a laissé partir dans tous les sens, ce processus de l'autonomie individuelle, qui est un bonheur extraordinaire. C'est un horizon d'émancipation extraordinaire, mais incontrôlé tel qu'il est, le processus identitaire, sa volatilité, sa fluidité va devenir de plus en plus incontrôlable. Donc ça, c'est une raison structurelle de long terme, je dirais, sur le mécanisme de fond qui fait que l'avenir est très difficile à appréhender. La deuxième raison est liée à la situation très concrète de notre société française, européenne, et même plus largement au niveau mondial, de ce qu'on appelle la crise. Il y a eu un pic de la crise en 2007-2009, puis on s'est dit là, on s'en est un petit peu sorti, ça roule à peu près, bien sûr, la société s'enfonce dans l'austérité, le chômage, mais c'est pas merveilleux, mais non, la crise est gigantesque, à commencer par les questions financières. Et au-delà, c'est plus qu'une crise financière, économique gigantesque qui nous attend, c'est vraiment une crise de civilisation. Parce que le modèle dans lequel on est complètement essoufflé. Le modèle de plusieurs siècles, le modèle de civilisation. Il faut remonter en deux mots, remonter aux Lumières, cet extraordinaire programme de l'intelligence qui commanderait l'avenir de la société. C'est le rêve le plus fabuleux qui n'a jamais existé. Moi, je rêverais d'avoir vécu au temps des Lumières. Hein. C'était quand même une période merveilleuse, extraordinaire. Et puis, après, on a constaté que la raison, avec un grand R, hein, la raison avait remplacé Dieu à l'époque des Lumières, c'était pas si simple à gérer que ça. Comme principe de gouvernement, la raison, c'est pas simple, parce que la raison, elle repose sur la pensée critique. La pensée scientifique, elle est une pensée critique de déconstruction permanente. Et donc, c'est extrêmement difficile à manipuler comme principe de gouvernement. Et là, lisez le livre merveilleux d'Albert Hirschman, La passion et les intérêts, qui montre comment, à défaut de cette grande raison, eh bien, les sociétés se sont rabattues sur une plus petite définition de la raison comme principe de fonctionnement des sociétés. Et cette rationalité plus limitée, c'est la raison des économistes. Les économistes qui définissent pour eux un individu, c'est pas compliqué du tout. C'est ce qu'ils appellent un individu rationnel. En fait, rationnel, c'est calculateur, selon ses intérêts. Il prend toutes ses décisions selon ses intérêts. Et c'est tellement réducteur comme modèle qu'on peut le mettre dans des algorithmes
et que ces algorithmes, ils fonctionnent, ils peuvent s'échanger, ils fluidifient les échanges sociaux. Sauf que, primo, c'est faux, heureusement. L'homme n'est pas qu'un individu calculateur. D'un point de vue moral, c'est absolument insupportable. Et la société, bien sûr, explose si c'est ça. La vie devient invivable si toute la société aujourd'hui repose sur le fonctionnement économique. Les essais politiques divers qui essaient de s'en sortir sont repris par le marché, parce que c'est le marché qui commande. Or, cette économie repose sur un modèle qui veut que l'individu soit un individu égoïste et calculateur. C'est totalement insupportable. Et aujourd'hui, je dirais, chacun essaie dans une sorte de schizophrénie, d'une part, à certains moments, de participer à la société, il faut bien aller faire ses courses, acheter un logement, une voiture, etc. Et à un autre moment, essaie, à son petit niveau, de créer une utopie. Créer son monde, son petit monde, en dehors, basé sur le contraire, sur l'humanité, sur l'amour, sur l'amitié. Un petit monde dans un réseau d'amitié, dans la famille, dans le milieu associatif, qu'importe. Toute une série comme ça de petits mondes périphériques ou de petites passions qui animent un petit peu et qui donnent du sens, un sens plus fort et plus juste à l'existence. Mais au centre, la société, elle continue à tourner sur ce modèle très réducteur et absolument insupportable. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a une saturation. Pendant les 30 Glorieuses, effectivement, les gens ont découvert le chauffage central, etc. Donc ils avaient l'impression de progresser avec la consommation, et la consommation remplissait l'existence. Aujourd'hui, il faut sérieusement remplir le caddie pour que ça remplisse l'existence. C'est extrêmement fugace. Ça ne dure pas un instant. Il y a une quête d'autre chose. Il y a une quête énorme d'autre chose, une quête extrêmement forte. Aujourd'hui, il y a un rêve d'idéal, d'une autre société. Mais là, je suis désolé, et là, je suis peut-être en petite divergence, je ne sais pas, avec Philippe. Moi, je ne vois pas les alternatives. Moi, où je suis, je ne les vois pas. Il y a cette attente énorme dans la société, mais je ne vois pas les alternatives crédibles. Comment arriver à justement ne plus être sous la coupe du marché sans rentrer dans une dictature, etc. Je ne vois pas ces alternatives, et j'ai extrêmement peur avec l'explosion de la crise, parce que ça peut encore tourner comme ça pendant 1 an, pendant 5 ans, c'est pas, avec encore une nouvelle montagne de dettes, c'est pas impossible, mais ça va, d'une manière ou d'une autre, on va montrer que le roi est nu, tout simplement, un jour ou l'autre, et ça va exploser à ce moment-là. Et comme je ne vois pas comment peuvent se recomposer des alternatives, eh bien ce mécanisme de repli identitaire et d'enfermement des personnes dans des groupes qui les rassurent, mais qui les rassurent en désignant un autre groupe censé être à l'origine de tous les maux, de toutes les souffrances, notamment le cas typique, c'est la haine de l'étranger, le refus de la différence, etc. Donc je ne vois pas comment on pourrait éviter cette période extrêmement difficile qui, à mon avis, s'annonce. Donc un pessimisme très fort, disons à moyen terme. Parce que sur le long terme, heureusement, je vais quand même finir avec une toute petite lueur d'espoir, parce que c'est trop sinistre malgré tout. On sait bien, quand on lit l'histoire, que dans toutes les grandes convulsions historiques, les populations ont su inventer et créer des choses nouvelles. Donc ça, là-dessus, je suis convaincu qu'on y arrivera. Mais en attendant, je suis à peu près certain qu'il va y avoir une période de transition qui va être sérieusement pas drôle à vivre. Donc je suis désolé de terminer comme ça.